السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم دكتور بين كيلر، قناة طبية بالدرجة الأولى موجهة لمن استعصى عليه فهم دروس الطب بدءا بالسنة الأولى، وبإذن الله سأفتتح وإياكم هذا البرنامج بمقياس علم التشريح، أو كما يدعى باللغة الفرنسية l'anatomie. سأتكلم باللغة الفرنسية بالدرجة الأولى، وأيضا باللغة العربية والإنجليزية أحيانا، حتى يسهل عليكم الفهم وحتى تصل المعلومة بأبسط شكل ممكن. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Puisque nous allons aborder le programme de la première année, on va commencer par le module de l'anatomie. Mais d'abord, avant d'entrer directement dans les cours, on doit savoir qu'est-ce que l'anatomie, quelles sont ses branches, et aussi quelques notions de base qu'on doit apprendre par cœur. Alors, on commence. Le plan du cours, on va parler sur la définition de l'anatomie, les branches de cette science, des notions de base, la position anatomique de référence, les plans et axes de référence, les faces et extrémités du corps, les mouvements dans les trois plans, les niveaux d'organisation du corps humain et des généralités sur les os. Et finalement, des astuces ou quelques astuces pour mieux apprendre cette science. On commence par la définition. L'anatomie, du bas latin anatomia, veut dire dissection. Et dissection en arabe veut dire عمل شق أو فتحة جراحية. C'est une discipline de la biologie et de la médecine qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties. En particulier, l'anatomie comprend l'étude et l'observation macroscopique de l'homme vivant. إذن علم التشريح هو فرع من فروع الطب يصف شكل وتركيب الكائنات الحية. Puis on a les branches de cette science. L'anatomie a plusieurs branches, mais on cite l'anatomie animale, l'anatomie végétale, l'anatomie comparée versus anatomie normale, l'histologie, c'est l'anatomie microscopique versus l'anatomie macroscopique, l'anatomie pathologique, puis on a l'anatomie fonctionnelle versus l'anatomie descriptive, l'anatomie topographique, étude des dispositions, des rapports, des différents organes entre eux. L'anatomie radiologique ou imagerie anatomique, c'est l'étude des images de structures internes obtenues par appareillage technique. Puis, selon les régions du corps, on a l'arthrologie, c'est l'étude des articulations, al-mafasil, la myologie, l'étude des muscles, l'adalat, la neuroanatomie, l'étude du système nerveux, al-jihaz al-asabi, et finalement l'ostéologie, l'étude des os, al-idam. Ici, nous voyons une illustration qui montre une main traversée par les rayons X. Puis, dans cette photo, vous voyez le squelette humain et deux squelettes animaux. Cette illustration montre le rôle de l'anatomie comparée, qui est la comparaison entre les différents squelettes des organismes vivants. Ensuite, on va aborder quelques notions de base. Premièrement, la position anatomique de référence. En anatomie humaine, la position de référence est celle à partir de laquelle
on décrit toujours le corps humain. À l'âge adulte, en station verticale, les critères sont d'abord le sujet doit être en position debout. Il ne doit pas être allongé et face à l'observateur. Les membres inférieurs sont joints et l'axe du pied faisant avec la jambe un angle de 90 degrés. Le regard à l'horizontale, les bras pendant le long du corps, les avant-bras et les mains en supination. En supination, ça veut dire les mains ouvertes, la paume vers l'avant, le pouce en direction latérale et les autres doigts pointant vers le bas. Excellent. Ensuite, les plans et les axes de référence. Donc, les plans de référence, premièrement, on a le plan médian et les plans sagittaux. Le plan médian est le seul plan qui sépare la moitié gauche de la moitié droite du corps. C'est l'un des innombrables plans sagittaux qui sont tous parallèles à lui. Donc, au plan médian. Le terme parasagittal doit être remplacé par celui de paramédian. L'appellation vient du fait que le plan sagittal est parallèle à la suture sagittale du cerveau. Donc, dans le cerveau, on a une suture appelée la suture sagittale. Ce plan passe par cette suture, donc il prend le nom de cette suture. Et les plans parallèles à ce dernier prend le nom des plans parasagittaux. Pour indiquer la distance, on dira qu'on est situé en position médiale si on est proche du plan, ou au contraire latéral quand on est plus éloigné. Par exemple, chez l'homme, les yeux sont en position plus médiale que les oreilles, parce qu'ils sont plus proches du plan médian que les oreilles. Très bien. Lorsqu'on décrit la position de plusieurs entités par rapport au plan médian, on dirait qu'elles sont ipsilatérales ou bien homolatérales. C'est la même chose si elles sont toutes situées du même côté, soit à droite, soit à gauche. Par contre, si une première structure est située d'un côté du plan médian et une seconde structure est située de l'autre côté, on dira de ces deux structures qu'elles sont contralatérales ou hétérolatérales. Chez l'être humain, on trouve de nombreux organes pairs, c'est-à-dire constitués de deux moitiés symétriques, généralement positionnés de part et d'autre du plan médian. C'est le cas par exemple du cerveau humain, qui comprend deux hémisphères, une demi-sphère droite et une autre demi-sphère à gauche. On les appelle des hémisphères, un gauche et un droit. En deuxième place, on a le plan transverse ou transversal. Un plan transverse ou transversal est un plan horizontal et donc perpendiculaire au plan médian et qui sépare le corps en une partie crânienne du côté de la tête et une partie caudale ou inférieure du côté de la queue. En troisième place, le plan coronal ou frontal. Un plan coronal ou frontal est un plan perpendiculaire au plan médian aussi et au plan transverse et qui sépare le corps en une partie antérieure ou ventrale et une autre partie postérieure ou dorsale. Ici, nous voyons une photo qui montre les trois plans de référence qui passent par le corps humain. Donc, on a le plan sagittal qui divise le corps en moitié droite et une autre gauche. Le plan frontal divise le corps en une moitié ventrale ou antérieure et une dorsale ou postérieure. Et finalement, le plan transverse ou horizontal qui divise le corps en deux moitiés, une supérieure ou crânienne et une autre inférieure ou
caudal. B. Les axes de référence. Les axes de référence sont définis perpendiculairement au plan de référence. Donc, ils sont perpendiculaires au plan déjà cité. Premièrement, on a l'axe dorsoventral. L'axe dorsoventral est perpendiculaire au plan coronaux ou frontaux. Cet axe est le premier à se mettre en place durant l'embryogenèse. يعني أن هذا المحور هو الأول الذي يتكون أثناء تشكل الجنين. Deuxièmement, l'axe rostrocaudal ou crânio-caudal est perpendiculaire au plan transverse. Il correspond au second axe mis en place durant les premières étapes de l'embryogenèse après l'axe ventro-dorsal. L'axe droite-gauche ou horizontal est défini comme orthogonal au plan médian. Dans cette illustration, on voit les trois axes de référence perpendiculaires aux trois plans de référence. D'abord, nous voyons ici le plan frontal, traversé perpendiculairement par l'axe dorsoventral. Puis, on a le plan sagittal, traversé perpendiculairement aussi par l'axe horizontal. Et finalement, on a le plan transverse ou horizontal, traversé perpendiculairement par l'axe rostrocaudal. Puis, on va aborder les faces et les extrémités du corps. Donc, le corps a quatre faces. Une face interne médiane, une face externe latérale, une face antérieure ventrale et une face postérieure dorsale. Avec deux extrémités, une extrémité distale inférieure ou caudale et une autre extrémité proximale, supérieure, crâniale ou bien céphalique. Comme vous voyez ici, dans cette illustration, on a sur ce bras, ici, une extrémité proximale vers le haut et une autre extrémité distale vers le bas. Puis, ici, on a une face médiale proche du plan médian et une autre face latérale éloignée du plan médian. Et ici, on a une face antérieure ou ventrale par rapport au ventre et une autre face postérieure ou dorsale par rapport au dos. Puis on a les mouvements dans les trois plans. Donc d'abord, on a le glissement. Par exemple, l'articulation carpométacarpienne. Cette articulation se trouve dans la main. Comme vous voyez ici, on a l'os trapèze qui s'articule avec la base de la première métacarpe et réalise un mouvement de glissement. B. Les mouvements angulaires. En premier lieu, on a la flexion-extension. Donc, la flexion fait référence à un mouvement qui diminue l'angle entre deux parties du corps. Donc, la flexion, il y a حركة بحيث تنقص درجة الزاوية بين عضوين من الجسم. Alors que l'extension fait référence à un mouvement qui augmente l'angle entre deux parties du corps. عندما تكون الحركة تزيد من درجة الزاوية بين عضوين من الجسم فعند هذه الحالة نسمي الحركة extension. En deuxième lieu, on a l'abduction et l'adduction. L'abduction est un mouvement qui écarte ou qui éloigne un membre de l'axe médian du corps dans un plan frontal. Alors que l'adduction
est un mouvement qui rapproche un membre de l'axe médian du corps dans un plan frontal. Comme vous voyez ici, lorsque l'organe, comme nous avons ici la main, s'éloigne du plan médian, on appelle ce mouvement-là une abduction. Le contraire, on l'appelle une adduction, parce qu'il tend à se rapprocher du plan médian. Pour la flexion-extension, lorsque l'angle tend à diminuer entre deux parties du corps, dans ce cas-là, c'est une flexion. Mais lorsque cet angle tend à augmenter entre ces deux parties du corps, on l'appelle une extension. La circumduction fait référence à la capacité de déplacer l'organe corporel dans un mouvement circulaire de rotation. Dans la rotation, on va parler de la pronation et la supination. C'est quoi la pronation? La supination est le mouvement inverse de la pronation. Elle consiste donc en une mobilisation de l'articulation du coude et l'articulation du poignet afin d'opérer une rotation latérale de la main ou rotation externe, ce qui revient à tourner la paume de la main vers le haut. Puis on a la protraction et la rétraction. C'est quoi la protraction? C'est un mouvement vers l'avant d'un organe, comme la protraction de la langue. Et la rétraction, c'est le mouvement opposé de la protraction. Donc, c'est un mouvement vers l'arrière d'un organe. Dans ces photos, on voit qu'est-ce qu'une protraction. Ici, on a la protraction de la mandibule. Et là, on a une rétraction de la mandibule. La même chose ici, une protraction des épaules. Et ici, une rétraction des épaules. Ici, vous voyez une photo qui montre la supination et la pronation. La supination, c'est lorsque notre paume de main est orientée vers le haut. Contrairement, la pronation, c'est lorsque nos paumes de main sont orientées vers le bas. Et ici, la position neutre. La même chose pour les pieds, une pronation, une supination et la position normale ou originale. Et ici, vous pouvez voir qu'est-ce qu'une rotation médiale vers le plan médian du corps et une rotation latérale dont la main s'éloigne de ce plan médian. De la même manière, une circumduction, c'est le mouvement de la main ou du pied dans un cercle. Et c'est la même chose ici, c'est la circumduction du pouce. Excellent. Passons maintenant à l'élévation et l'abaissement. Donc, l'élévation provient du verbe élever, ça veut dire pousser vers le haut, et l'abaissement provient du verbe abaisser, ça veut dire pousser vers le bas. Puis on a l'opposition et la reposition. Donc, l'opposition du pouce se produit lorsque le bout du pouce vient rencontrer et s'opposer le bout d'un autre doigt de la même main. Le repositionnement est l'action inverse de l'opposition. Lors du repositionnement, le pouce et le doigt reviennent à leur position d'origine. Alors, comme vous voyez ici, le pouce vient rencontrer l'index dans cette photo. Il s'oppose aussi aux autres doigts
Et dans cette photo-là, tous les doigts reviennent à leur position originale. Et comme vous voyez ici, on a l'abaissement et l'élévation. L'abaissement, c'est lorsqu'une partie se pousse vers le bas. Et l'élévation, c'est le mouvement opposé de l'abaissement, c'est lorsqu'une partie du corps se pousse vers le haut. Très bien. En 5e place, on va aborder les niveaux d'organisation. Donc, dans un ordre croissant, les niveaux s'organisent de la façon suivante. En premier lieu, la cellule est l'unité fondamentale et fonctionnelle de l'être vivant. Les tissus sont composés de cellules identiques remplissant la même fonction. Les organes, comme l'estomac et les intestins, composés de différents tissus. Et en dernière place, les systèmes ou appareils tels que l'appareil respiratoire ou digestif sont composés d'organes qui sont en relation pour assurer une même fonction. Cette illustration montre qu'un ensemble de cellules forme un tissu, comme le tissu épithélial des intestins. Ensuite, l'ensemble des tissus forme un organe, comme l'estomac, et puis on a l'ensemble des organes constitue un système, comme le système nerveux, et finalement, l'ensemble de ces systèmes va former l'organisme. Alors, des généralités sur les os. Il existe dans le corps humain de 106 os distincts. Le plus long et le plus lourd est l'os de la cuisse, dénommé le fémur, d'environ 50 cm pour un homme de 1,80 m, alors que le plus petit est l'étrier dans l'oreille moyenne, environ 3 mm pour un poids de 2 à 4 mg. Nous divisons le corps en grandes régions. Donc, au centre, on a le squelette axial, ou bien le tronc, constitué par le rachis, la tête osseuse, la cage thoracique et l'os hyoïde. Et à la périphérie, nous avons le squelette appendiculaire, symétrique. Il se fixe sur le squelette axial, formé par les os des membres supérieurs et les os du membre inférieur. Dans ces photos, on voit l'os le plus long et le plus lourd du corps humain, appelé l'os fémur, qui forme le squelette de la cuisse. Et ici, on a l'os le plus petit du corps humain, situé dans l'oreille moyenne, appelé l'étrier. Dans ces photos-là aussi, on peut voir le squelette axial ou le tronc, où vient se fixer le squelette appendiculaire, constitué par les membres supérieurs ou les membres thoraciques et les membres inférieurs ou les membres pelviens. Les membres sont rattachés au tronc par des ceintures. La première ceinture est la ceinture scapulaire ou claviculaire. Elle est composée des deux clavicules, des deux omoplates ou scapulas et du sternum. Suspend le membre supérieur au tronc. Suspend, ça veut dire tu'alliq. La ceinture pelvienne, en deuxième place, est constituée par les deux os iliaques et le sacrum. Fixe le membre inférieur au bassin. On a ici la ceinture pelvienne, constituée par l'os sacrum et par les deux os iliaques ou coxal. Relie le membre inférieur au tronc.
Du côté gauche, on a la ceinture scapulaire qui relie ou suspend le membre supérieur au squelette perpendiculaire, constitué par l'os clavicule et aussi par la scapula ou l'omoplate. La classification des os. Donc, les os sont classés en 4 catégories. La première classe, les os longs. La deuxième place, les os courts, les os plats et finalement les os irréguliers. Donc, premièrement, les os longs. Les os longs ont une dimension largement supérieure aux deux autres. Donc, on a la longueur est supérieure à l'épaisseur et à la largeur. Ces os sont localisés dans les membres supérieurs ou inférieurs. En deuxième place, les os courts, leurs 3 dimensions, la largeur, l'épaisseur et la longueur, sont presque égales, plus ou moins cubiques. Ce sont les os du carpe et du tarse par exemple. Troisièmement, on a les os plats. Donc, les os plats ont une dimension épaisseur largement plus petite que les deux autres dimensions, la longueur et la largeur. Ils ont une fonction de protection, comme les os du crâne et les côtes du thorax. En quatrième place, les os irréguliers. Ils ont une forme complexe, comme les os des vertèbres et certains os du crâne. Comme vous voyez ici, cette photo montre les 4 types ou les 4 catégories des os. Donc, on a ici le fémur, l'os de la cuisse, c'est un os long. Ici, on a une vertèbre, un os irrégulier. Et là, on a Comme vous voyez ici, cette photo montre les types des os. Ici, on a l'os fémur, c'est l'os de la cuisse, c'est un os long. Ici, on a l'os scapula ou l'omoplate, un os plat. Et ici, on a l'os coxal ou iliaque, c'est un os irrégulier comme les vertèbres. Aussi, ce sont des os irréguliers. Donc, la dernière notion à mentionner, c'est la concavité et la convexité. Donc, dans la langue courante, concave signifie creux, soit une forme arrondie vers l'intérieur. إذن concave معناها تقعر. Son contraire est convexe ou bombé. Le mot concave a plusieurs champs lexicaux, à savoir un sillon, une gouttière, foramen, trou, échancrure, fissure, etc. Aussi convexe a plusieurs champs lexicaux comme une crête, bosselure, trochanté, bourrelet, processus, saillie, tuberosité, tubercule, etc. Ces illustrations montrent qu'est-ce qu'une concavité et une convexité. Comme vous voyez dans cette photo-là, le côté concave et le côté convexe.
Le côté concave en arabe, ça veut dire muqa'ar. Et le côté convexe, ça veut dire muhaddab ou hadaba. Dans cette photo à droite, on a deux os qui s'articulent entre U, dont la surface articulaire du premier est concave, alors que la surface articulaire du deuxième est convexe. La même chose ici, dans cette photo à gauche, on a l'os clavicule. Cet os montre des tubercules, comme le tubercule conoïde. C'est une convexité. Aussi des tuberosités, comme la tuberosité costale, une convexité aussi. Et une extrémité où vient s'articule l'os sternum ici. Et c'est une surface articulaire concave. Très bien. Et finalement, voici quelques astuces qui peuvent vous aider pour apprendre et mémoriser l'anatomie comme il faut. D'abord, aide-toi de ton propre corps pour mieux visualiser. En deuxième place, utilise tes crayons pour dessiner les différentes parties du corps pour renforcer votre mémoire. En troisième place, utilise des moyens mnémotechniques. En quatrième place, répète, répète et répète. Et finalement, utilise des applications qui montrent le corps humain en 3D pour bien mémoriser et visualiser les différentes parties du corps et pour mieux explorer son corps. Et comme un bonus, je vais résumer tout ce qu'on a abordé aujourd'hui en expliquant sur une image en 3D. Cette application très excellente, elle pourra vous aider pour mieux visualiser les différentes parties du corps. Allons-y. Donc, au premier lieu, vous voyez ici le squelette axial ou tronc, où vient se fixer les membres supérieurs thoraciques et les membres inférieurs ou pelviens qui forment le squelette perpendiculaire. Le membre supérieur est rattaché au tronc par la ceinture scapulaire. Comme vous voyez ici, la ceinture scapulaire est constituée par l'os clavicule et l'os scapulaire ou scapula ou bien l'omoplate. Les membres inférieurs sont rattachés au tronc ou au squelette axial par la ceinture pelvienne. Cette ceinture est formée par le sacrum. Ici, c'est l'os sacrum en bleu et par l'os coxal ou iliaque constitué par trois parties: le pubis, l'ilion et l'ischion. Comme vous voyez ici, on a ici l'ilion, ici l'ischion et en avant la partie antérieure de l'os coxal, le pubis. Puis, on a l'os le plus long et le plus lourd du corps humain qui est le fémur, ici, coloré en bleu. Il s'articule en haut avec l'os coxal ou iliaque, formant l'articulation de la hanche ou l'articulation coxofémorale. Et en bas, il s'articule avec le tibia et la fibula, formant l'articulation du genou. Ne vous inquiétez pas, on va aborder tout ce qui concerne les articulations par détail dans le chapitre dénommé arthrologie. Maintenant, on a l'os le plus petit du corps humain, appelé étrier. Il est situé dans l'oreille moyen, comme vous voyez ici. Il est constitué par la branche antérieure et la branche postérieure, la platine, le col et la tête de l'étrier.
En ce qui concerne les types des os, on a des os longs comme l'humérus, l'os du bras, et le fémur, l'os de la cuisse. En deuxième lieu, on a les os courts comme les os du poignet, ici. Comme vous voyez ici, on a l'os scaphoïde. C'est un os court de la main. En troisième place, on a des os plats comme l'os scapula, ici. Et en quatrième place, on a des os irréguliers comme les vertèbres thoraciques. Le dernier point à aborder est la position zéro anatomique ou la position anatomique de référence. Dans cette position, le sujet doit être debout, il ne doit pas être allongé, regard horizontal, tourné vers l'avant, les pieds parallèles, les paumes de main tournées vers l'avant et les bras étendus le long du corps. L'importance de cette position est d'avoir un repère fixe et stable pour étudier de façon confortable notre corps humain. Sur ce, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Stay tuned and never give up. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.